Bonjour et bienvenue sur À travers elle, le podcast des battements d'ailes. Ici, nous donnons la parole aux femmes parcourant l'épreuve du cancer, à leurs aidants, aux médecins et aux animateurs de nos ateliers. Sans tabou, ils nous racontent leurs histoires, leurs émotions, leurs luttes et leurs espoirs. Et ensemble, nous invitons la société à écouter, comprendre et ressentir les transformations intimes que la maladie inscrit en chacun d'eux, en creux et en lumière. Aujourd'hui, nous recevons Mélanie, rugby woman, prof de yoga, plombière à son compte et adhérente des battements d'ailes. Mélanie, tu vas partager avec nous ce que signifie ce plaquage frontal, ce knock-out qu'est le cancer et comment il s'imprime dans le quotidien, mais aussi comment on trouve la force de continuer. Bonjour Mélanie, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter à nous ? Je suis Mélanie, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants, une fille de 15 ans et un garçon de 13 ans. Je suis artisane plombière à mon compte depuis maintenant 9 ans, ça fera bientôt 10 en début d'année prochaine. Je suis ancienne sportive de haut niveau, j'ai été sportive de haut niveau en lutte libre et en rugby. Bien, effectivement, ça se voit. Tu as rejoint l'ASSO en février 2025, je crois. À peu près. Puis-je te demander sans indiscrétion par quel cancer tu as été touchée ? Je suis touchée par un cancer du sein, donc c'est une récidive. Donc j'ai eu un premier cancer du sein en 2021, donc du même côté. À l'époque, j'ai eu des opérations, j'ai eu 4 opérations, je n'ai pas eu de traitement et j'ai récidivé donc en début d'année du même côté. Ok. Je tiens quand même à préciser que dans l'association, toutes les femmes ne sont pas atteintes d'un cancer du sein, parce que c'est vrai qu'on associe souvent la femme au cancer du sein. Mais en l'occurrence, c'est celui que tu as eu. Est-ce que tu peux nous dire, Mélanie, les signes qui t'ont amené à consulter ? Donc en 2021, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours... Peut-être que j'ai toujours su qu'un jour j'aurais un cancer du sein parce qu'en fait, je me suis toujours palpé la poitrine, même si je n'avais pas de cancer dans la famille, pas d'antécédent particulier. J'ai toujours pris soin de faire mes palpations et c'est lors d'une palpation où j'ai découvert un écoulement au niveau de mon mamelon du côté droit. Donc, qui m'a de suite alertée. C'est un samedi, je me souviens très bien. Suite à ça, j'ai voulu prendre rendez-vous avec mon gynécologue par Doctolib. Le rendez-vous était très loin, donc j'ai pris rendez-vous avec mon généraliste dès le lundi, qui, en me voyant avoir peur, m'a pris un rendez-vous pour faire une mammo-échographie. Donc j'avais 41 ans, donc je n'avais encore jamais fait d'examen par rapport à ça. Donc pour aller un peu vite, parce que le parcours a été assez long, j'ai été passer une écho, une mammographie, on m'a dit qu'il n'y avait rien d'inquiétant. On m'a dit que j'avais un papillome intracanalaire, un petit polype qui se met dans le canal du lait qui peut parfois saigner, que c'était totalement bénin, mais que ça pouvait se mettre à saigner de temps en temps, ce qui pouvait expliquer cet écoulement. Et suite à une IRM que j'ai passée un mois et demi après, la radiologue m'a convoquée en me demandant de m'asseoir, en me disant que ce qu'elle voyait n'était pas normal. Donc on voyait très bien au niveau du cliché du sein droit qu'il y avait comme une grosse tache d'encre, comme si on avait jeté de l'encre sur le sol, donc vraiment quelque chose d'assez gros, qui prenait pas mal dans le sein. Donc j'ai fait une biopsie suite à ça. Et c'est mon chirurgien donc, qui m'a annoncé le résultat de la biopsie. Donc encore une petite anecdote, c'est que quand je suis arrivée dans la salle d'attente, il n'avait pas mes résultats. Donc j'ai vu que la secrétaire était assez mal à l'aise, le chirurgien également. Donc il a quand même appelé une de ses amies qui bosse à la NAPAT, qui elle avait traité mon dossier le jour même, donc il se souvenait très bien de mon dossier. Donc en fait le diagnostic est tombé, j'avais un carcinome de 9 cm. Donc comme il me l'a expliqué, il m'a dit ce n'est pas un cancer, c'est un pré-cancer, même si vulgairement on va appeler ça un cancer. Donc il m'a tout de suite rassurée en me disant il n'y aura ni chimio ni radiothérapie, mais par contre il faut que vous enlevez le sein. Donc ce jour-là, je me souviens très bien, je me suis mise à pleurer et je lui ai dit je suis contente. Il a dû me prendre pour une folle. Parce que forcément, je me suis mise à pleurer par rapport au fait de me faire enlever le sein, mais d'un autre côté, j'étais très contente de ne pas avoir ni chimio ni radiothérapie, parce que c'est vraiment ça qui me faisait peur dans le cancer.
Donc, je lui ai même dit, vous pouvez m'enlever tout ce que vous voulez, tant que je n'ai pas de chimio. Voilà, moi, c'est vraiment ce qui m'importait. Donc, suite à ça, j'ai eu une mastectomie totale du sein droit avec reconstruction immédiate. Donc, immédiate n'est pas immédiate parce qu'après, j'ai quand même eu encore 3 opérations sur le même sein, parce que ça se fait en plusieurs étapes. Donc, je n'ai eu ni rayon, ni chimio, pas d'hormonothérapie. C'est moi qui ai décidé de ne pas la prendre parce que j'avais certains médecins me disaient que c'était important, d'autres me disaient qu'ils ne voyaient pas trop l'intérêt parce qu'en fait, à la biopsie, suite à la mastectomie, ils ont retrouvé un petit cancer infiltrant de 2,5 mm, donc très petit. Donc moi, j'ai pris la décision de ne pas prendre l'hormonothérapie, ce que je n'ai jamais regretté d'ailleurs. Et la suite de mon parcours, fin d'année 2024, à peu près au mois de décembre, j'ai senti une petite boule, une petite bille entre ma peau et ma prothèse. Donc j'ai été consultée. Je suis allée voir une première radiologue qui m'a dit que ce n'était rien, que c'était cicatriciel. Mais je sentais bien que c'était pas normal. Donc j'ai insisté, j'ai pris rendez-vous avec ma radiologue qui me connaît très bien, qui elle m'a dit qu'elle n'avait pas ça sur le cliché d'avant. Donc, elle a poussé les investigations en faisant passer une IRM 2 jours après, suivi d'une biopsie parce que l'IRM a révélé des choses qui n'étaient pas avant. Et donc, j'ai récidivé sur mon premier cancer. Ils m'ont retrouvé 2 petites cellules cancéreuses sur le même sein. Et j'ai également eu un ganglion sentinelle de toucher. Donc, voilà. Je voulais revenir sur ce que tu as dit au début. On croit toujours que le cancer, c'est une boule dans le sein. Donc effectivement, on ne le dit pas assez souvent, un écoulement est un réel signe qui peut amener à consulter. Oui, tout à fait. Surtout que moi, la palpation, il y avait rien de palpable. Moi, je n'avais rien trouvé, mais après, je suis pas professionnelle, je ne connaissais pas comment c'était en fait. Et entre le moment où j'ai consulté mon généraliste et entre le moment où j'ai eu mon diagnostic, plusieurs mois se sont écoulés parce que le radiologue m'avait dit qu'il n'y avait rien d'urgent. Et quand je lui ai demandé d'avancer la date de mon IRM, il m'a un petit peu dit, écoutez, madame, vous êtes loin d'être un cas urgent, donc bon, voilà. Et entre-temps, j'ai quand même eu une palpation par mon généraliste, par mon gynécologue, par le radiologue, par un deuxième radiologue, et aucun n'a décelé de masse particulière, alors que j'avais un carcinome de 9 cm quand même. Donc comme quoi, la palpation ne suffit pas, alors bien sûr qu'elle est importante, mais elle ne suffit pas pour diagnostiquer forcément un cancer du sein. Quand tu dis que tu as toujours su que tu allais avoir un cancer du sein, tu sais aujourd'hui l'expliquer. Tu te le dis a posteriori. Est-ce que tu as des idées? Enfin, Non, j'ai aucune idée, mais c'est vrai que je me suis toujours palpé la poitrine. Et comme je dis, j'ai aucun antécédent dans la famille, je n'avais aucune raison particulière de le faire, mais ça a toujours été est-ce que ça peut être juste du domaine de la peur parce qu'on en parle? peut-être, c'est possible, peut-être. Mélanie, comment l'as-tu annoncé à ton entourage? Donc le jour de l'annonce, ma femme était avec moi. Donc elle a été un peu plus entre guillemets, alors je ne vais pas dire choquée, mais un peu plus parce que pour elle, c'était rien. C'était un écoulement, vu que le radiologue, les médecins avaient été assez rassurants, et vu qu'il n'y avait pas entre guillemets, de traitement derrière, pas de chimio, pas de rayon. Elle a eu un moment, je pense, d'étonnement en se disant mince, mais en fait, je pense qu'elle n'a pas vraiment réalisé la gravité. Ensuite, c'était un petit peu en 2 étapes. Au départ, plus choquée que moi du diagnostic, parce que moi, je pense qu'inconsciemment, je m'en doutais. Et puis, le fait de ne pas avoir de traitement derrière, j'étais hyper soulagée. Les opérations ne m'angoissaient pas du tout. Elle, voilà, sur le coup, elle a un petit peu accusé le coup justement parce qu'elle ne pensait pas qu'il y avait vraiment un cancer. Et après, ça a été plutôt l'inverse. Après, ça s'est un petit peu inversé. Moi, le fait des opérations, j'ai eu un petit moment de descente, surtout à la fin des opérations. C'est souvent après les traitements, comme on dit, où c'est un petit peu la descente.
Et puis, on en a reparlé il n'y a pas très longtemps. Elle me disait, c'est vrai que je ne réalisais pas vraiment. Et puis, quelque part, ça l'embêtait un peu que je dise que j'avais eu un cancer. Parce que bon, c'était un carcinome, c'était pas vraiment un cancer. Voilà, donc au départ, elle comprenait, pas qu'elle comprenait pas trop, mais on n'avait pas la même réflexion sur le sujet au départ. Est-ce que tu l'as tout de suite dit à tes parents, à tes enfants? Tout de suite. Pour moi, la communication, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est hyper important de ne pas cacher les choses et de dire les choses. Je trouve que c'est pire d'apprendre les choses quand ça peut s'aggraver. Et puis après, chacun l'accueille comme il le veut. C'est sûr que c'est difficile de le dire à ses enfants, de le dire à ses parents. Mais bon, c'est la vie. Et voilà, moi, je ne peux pas cacher des choses comme ça. C'est pas possible. Tu as vu quoi comme sentiment en face? De la peur, de la sidération? Enfin, à devoir consoler en plus de gérer ta maladie? Ou finalement, ça passe? En fait, j'ai la chance de pas m'être effondrée, en fait. Je me suis pas effondrée. Je le répète, mais rien que le fait de pas avoir de traitement, j'étais hyper soulagée. Donc, ça a été. Voilà, on m'a annoncé que j'allais me faire opérer. Bon, j'étais pas heureuse, hein, je vais pas dire ça, mais franchement, ça a été. Donc, le fait que je ne sois pas écroulée, ben, c'est plus facile pour l'entourage de pas s'écrouler non plus. Ta maman, ta femme, ta fille, elle est peut-être un peu jeune, sont derrière tout de suite aller consulter. Mes sœurs sont allées tout de suite derrière consulter. Ouais, j'ai 3 sœurs, donc mes sœurs sont allées tout de suite consulter. Et c'est vrai qu'au niveau de la prévention, ben, on essaie et on est un peu plus malheureusement au courant et plus vigilant que d'autres personnes qui n'ont pas été touchées par la maladie. As-tu été entourée? Oui, énormément. Moi, j'ai cette chance-là et je pense que oui, beaucoup de chance d'être entourée, que ce soit dans mon cercle familial, des amis, très entourée, oui. Alors, justement, ton cercle professionnel, eh bien, tu nous disais que tu étais artisane. Malgré tout, tu travailles seule ou tu as des gens qui travaillent avec toi? Je travaille seule. Seule. Donc, comment gère-t-on cette maladie quand on est seul à travailler, à faire tourner Ben, quand on est seul, ben, on gère seul. Donc ça veut dire que ben, déjà on s'assure déjà. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes clients qui travaille dans une compagnie d'assurance que j'ai consulté. Donc j'ai pu mettre en place une prévoyance qui pour moi est indispensable, qui devrait pour moi même être obligatoire aujourd'hui quand on se met à son compte en France. Donc j'ai eu la chance d'avoir une prévoyance. Et j'ai travaillé jusqu'au moment de me faire opérer pour ne pas perdre d'argent. Donc j'ai travaillé jusqu'à la veille de mes opérations parce que voilà, entre mon premier cancer et ma récidive, j'ai à chaque fois eu une opération avant de commencer les traitements. Donc j'ai travaillé jusqu'à l'opération et je me suis organisée avec des confrères. Donc j'ai déjà prévenu mes clients dans un premier temps. J'étais très transparente avec mes clients. J'ai essayé de m'avancer au maximum, donc beaucoup de charges de travail avant l'opération pour être à peu près à jour et puis ensuite ben, prendre le relais avec des confrères qui ont pu me soulager et travailler, faire le travail à ma place. On va bientôt parler de ton arrivée dans l'association, mais je voulais savoir surtout ce parcours dont tu viens de nous parler, depuis ta vie d'avant jusqu'à la connaissance et le traitement, la connaissance du cancer et le traitement. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce parcours? C'est pas que c'était très facile, le plus difficile, je vais dire, c'est de mettre un petit peu sa vie en pause. Surtout pour mon premier cancer, parce que je ne l'ai pas vécu du tout de la même façon. Je me suis laissée un petit peu plus aller, entre guillemets, où j'étais un petit peu moins actrice. Voilà, du fait d'avoir été opérée 4 fois, donc forcément j'ai été un peu diminuée physiquement. Surtout que moi j'ai un métier très physique. Et j'ai pas forcément mis en avant le sport comme je pouvais le mettre avant. Voilà, j'ai envie plutôt de dire que je me suis laissée plutôt aller. Donc c'était vraiment le fait de mettre sa vie en pause qui est difficile. Parce qu'en fait, du jour au lendemain, vous êtes actif, vous faites du sport, vous avez un métier physique, vous voyez des gens, et du jour au lendemain, alors que vous vous sentez très bien et que vous ne vous sentez pas malade, ben ça, voilà, on se met en pause en fait et on devient un petit peu un pantin avec nos rendez-vous.
voilà, des rendez-vous qui bipent sur le téléphone. Voilà, donc on fait un petit peu ce qu'on nous dit sans vraiment réfléchir en fait. Ce que j'ai inversé pour la deuxième fois. D'accord. Comment as-tu connu l'association des battements d'ailes? Alors, je connaissais déjà l'association lors de mon premier cancer, mais je n'ai pas fait les démarches d'y aller parce que je pense que je n'y suis pas allée peut-être par ignorance, pas par peur, mais par ignorance tout simplement. Et lors de l'annonce de ma récidive, j'ai tout de suite contacté Cyrielle. Donc j'ai adhéré dès le début. Alors, je tiens à dire que Cyrielle est la fondatrice de l'association. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que l'association est une association du Pays Basque. Parce que Mélanie, je vais te demander quelles activités tu y pratiques. Et forcément, je sais que tu en pratiques une qui ne peut se faire qu'ici. Donc oui, j'ai pratiqué le surf thérapie avec l'association. Donc c'est une activité que je n'aurais pas faite par moi-même parce que j'ai peur des vagues. J'ai toujours voulu surfer, mais je pense que sans l'association, je n'aurais pas forcément sauté le pas. Et j'ai fait beaucoup d'autres activités, des activités artistiques. J'ai fait du crochet, de la couture, de la poterie. Là, je me suis inscrite au théâtre. Donc, c'est vraiment des activités très variées et voilà, des choses que je n'aurais pas fait spontanément toute seule. Est-ce que cette association et ce que justement tu y fais t'apporte quelque chose de plus? Derrière cette question, j'ai envie de poser celle-là. Est-ce que tu as pu être confronté à l'extérieur à un manque d'écoute ou d'empathie, à de l'énervement, de la lassitude? Et est-ce que tu as trouvé un espace d'écoute ou qu'est-ce que tu as pu trouver de plus dans l'association? Alors moi, j'ai la chance de pas avoir, pardon, de toujours avoir beaucoup de soutien, d'avoir entre guillemets des bases solides, comme j'aime le dire, beaucoup de compréhension, etc. Moi, ce que j'ai trouvé, ce que je trouve dans l'association, c'est des rencontres surtout, des rencontres avec des personnes complètement différentes, des personnes que je n'aurais pas forcément côtoyées en dehors de la maladie. Euh, et moi, je suis arrivée dans l'association au début, donc cette fois-ci, j'ai eu de la chimio. Je vais commencer lundi la radiothérapie. Et je pense que l'association a aussi contribué à ce que le traitement se passe très bien, en continuant les activités, que ce soit culturelles ou sportives. Ça m'a donné de l'élan aussi à me prendre plus en main par rapport à la première fois. Et voilà, en plus de l'association, ça m'a donné envie de me bouger, en fait, tout simplement, de continuer le sport, de continuer le yoga, voilà, et le fait d'avoir ces rendez-vous avec l'association toutes les semaines, ça donne, voilà, ça dynamise un petit peu le quotidien. Parlez beaucoup de vos cancers entre vous ou non, justement, c'est vraiment une page d'évasion? On en parle, mais c'est pas le sujet principal. C'est pas du tout le sujet principal. Mais bien sûr que ça nous arrive d'en parler et peut-être demander des conseils. Mais oui, ça nous arrive d'en parler, mais c'est pas du tout le sujet principal. Alors, quel conseil aimerais-tu partager avec d'autres femmes qui traversent un parcours difficile, notamment de maladie? Eh ben, de pas rester toute seule, de s'entourer, de pas hésiter à pousser la porte des associations et de pousser la porte des associations dès le début, dès l'annonce, j'ai envie de dire, parce que je vois au sein des battements d'ailes, beaucoup de femmes ont intégré l'association après les traitements. Moi qui fais le pas au début des traitements, je pense que ça m'a énormément aidée, donc j'encourage toutes et tous à pousser la porte des associations le plus rapidement possible, même si elles ne font pas d'activité dès le départ, et de s'écouter, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent mieux sur la vie pendant et après la maladie? Qu'aimerais-tu que la société change dans son regard sur les femmes touchées par la maladie, si je peux exprimer cette question autrement? C'est une très bonne question et c'est une question qui me tient à cœur parce que souvent quand on annonce à quelqu'un qu'on a un cancer, les gens sont
voilà, sont choqués, tout de suite, ont souvent un mouvement de recul en se disant: «Oh là là, mon Dieu!» Le cancer est souvent, relié à la mort, relié, à la souffrance, à la peur, la chimio, elle est, mais moi la première, hein, quand j'avais peur de la chimio, c'est parce qu'on a cette image de malades, qui font 10 kilos, qui sont blancs, qui sont allongés toute la journée, qui vomissent. Moi, ma chimio s'est très bien passée. J'étais comme vous me voyez aujourd'hui pendant ma chimio. J'ai pu aller courir, j'ai pu faire du yoga, j'ai eu la chance de pouvoir manger. Donc en fait, j'aimerais qu'on change un peu l'image du cancer, l'image de la maladie. C'est pas parce qu'on est malade qu'on est entre guillemets «au bout de sa vie». On reste vivant ce serait bien que ça change un petit peu ce regard. Alors, ce qu'il y a de dur dans la chimio par rapport à d'autres maladies, comme des maladies cardiaques par exemple, c'est déjà l'ablation du sein, la perte des cheveux. Est-ce que tu as ressenti une perte de féminité? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué? Ou non, c'est encore une fois le regard des autres, finalement? Je pense, alors je parle pour moi, parce qu'on a toutes des expériences et des ressentis différents. Moi, j'ai fait le choix de me raser la tête un mois avant de commencer la chimio. Je me souviens très bien de ce moment, donc j'ai pris rendez-vous chez ma coiffeuse avec ma femme, on était toutes les 2. Elle avait fermé la boutique, pour ce moment. Donc elle a commencé par me couper, donc j'avais les cheveux à peu près là. Ensuite, elle m'a rasé assez long, là je me trouvais immonde. Et donc je lui ai dit: «Écoute, rase tout» et dès l'instant où elle m'a rasée, où je me suis retrouvée la tête, voilà, avec 1 millimètre de cheveux sur la tête, je me suis sentie comme libérée. Je me suis sentie, hyper forte et je me suis sentie comme, nettoyée. C'est une sensation qui a été assez forte pour moi et je conseille vraiment même à toutes les femmes, malades ou pas malades, de se raser au moins une fois la tête dans leur vie parce que vraiment ça libère et en fait, on se rend compte que les cheveux, ça nous cache beaucoup. On se cache un petit peu sous nos cheveux et en fait, quand on n'a plus rien sur la tête ou quelques millimètres, on est un peu plus visible, en fait et des fois, c'est ça qui peut faire un peu peur mais moi, je me suis sentie vraiment, pour dire, j'avais emmené un bonnet avec moi et je l'ai pas mis en sortant. Voilà, je suis sortie sans bonnet, sans rien et je me suis sentie très bien. Alors c'est vrai que de toutes les adhérentes, je crois que tu es la seule que j'ai vue tête nue, l'assumant. Et c'est vrai que c'est beau parce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose de honteux. Et c'est bien que que tu portes ça et que de plus en plus de femmes le font, en tout cas au Pays Basque, parce qu'il fait chaud. Où en es-tu aujourd'hui physiquement, moralement? Eh ben, aujourd'hui, je vais très bien. Physiquement, je vais très bien. Forcément, je suis un peu plus fatigable qu'avant parce que j'ai terminé la chimio il y a 15 jours, donc je pense que j'ai encore un peu de produit, dans le corps. Mentalement, je vais très bien. Je me sens en fait «très bien» entre guillemets, je me sens pas malade, c'est assez bizarre. Même pendant la chimio, à part les 3 premières qui étaient un peu plus lourdes, un peu plus fortes, le reste de la chimiothérapie s'est très, très bien passé. Le plus embêtant, c'était de perdre du temps, à attendre dans les salles d'attente. Donc on devient vraiment patient. Tout le mot patient prend tout son sens quand on est malade, mais je me sens très, très bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc tu as repris le travail? Non, je n'ai pas repris le travail. J'ai un traitement, donc là j'ai terminé ma chimiothérapie, je commence les rayons lundi, j'ai 29 séances. Donc c'est tous les jours les rayons à part le week-end. Je vais normalement terminer l'avant-dernière semaine d'octobre et j'ai en plus un traitement, une thérapie ciblée qui s'appelle l'Herceptin parce que j'ai un cancer HUR de plus, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs cancers du sein, il n'y en a pas qu'un. Donc moi, c'est un cancer un peu plus embêtant, un peu plus agressif, donc j'ai cette thérapie ciblée en plus donc c'est une piqûre, qui m'est injectée toutes les 3 semaines, jusqu'en juin 2026, donc c'est pendant 1 an. Donc voilà, j'ai un suivi parce que ça peut provoquer, des problèmes au cœur et cetera et ensuite je vais attaquer l'hormonothérapie. Donc je ne sais pas du tout comment je vais supporter l'hormonothérapie, si je vais, ressentir des douleurs articulaires comme d'autres peuvent le ressentir, je sais pas. Donc ça, on verra et par rapport à mon métier, je pense de toute façon être arrêtée, au moins jusqu'à la fin de mon traitement
et je ne sais pas du tout si je vais pouvoir reprendre mon activité principale, sachant que c'est un métier très physique, sachant que je travaille toute seule, voilà, ayant eu l'ablation du sein, voilà, au niveau du bras, c'est plus comme avant, quoi. Donc le Pays Basque va devoir se passer encore un petit moment de sa plombière de choc et de charme. Est-ce que Mélanie, tu as un message à faire passer aux femmes touchées par un cancer, au monde médical, à tes proches? Eh ben, tout simplement, voilà, que le cancer n'est pas une maladie honteuse, contrairement à ce qu'on pouvait dire à l'époque. Bon, ça a quand même changé, mais il y a encore pas mal de chemin. J'aimerais dire aux médecins, au corps médical, merci tout d'abord parce que heureusement qu'ils sont là. Mais j'aimerais aussi leur dire de nous écouter un peu plus, de nous de nous remettre un petit peu à leur niveau. Moi, j'ai la chance d'avoir des médecins qui sont à l'écoute, mais aussi parce que je les bouscule un peu, je pense, parce que je leur pose beaucoup de questions, parce que je veux savoir pourquoi on fait ça, comment, qu'est-ce qui va se passer. Je fais aussi beaucoup de recherches de mon côté. Donc des fois, je leur pose des questions auxquelles ils n'arrivent pas à me répondre tout de suite et voilà, donc je trouve que voilà, qu'ils essayent de nous donner un rôle un peu plus important dans notre parcours de soins mais je pense que ça pourra beaucoup nous aider, eux aussi. Voilà, ils nous aident, mais je pense qu'on peut aussi les élever sur certaines choses aussi. Mélanie, j'espère ne pas être trop indiscrète en te posant cette question, mais je vois que tu n'as pas eu de chirurgie reconstructrice du sein. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc c'est un choix, pour résumer, donc en 2021, lors de mon premier cancer, j'ai eu une mastectomie totale, donc on m'a tout retiré, on m'a juste gardé la peau. Le jour où mon médecin m'a annoncé qu'il allait devoir me faire une mastectomie totale, il m'a dit de suite qu'il allait me faire une reconstruction immédiate, sachant que j'étais jeune, mais il ne m'a pas donné d'autre choix. Donc en fait, quand on vous annonce tout ça, vous êtes un petit peu un pantin et vous faites ce qu'on vous dit et sans trop réfléchir. J'ai eu plusieurs opérations pour enfin arriver à une opération qui devait être entre guillemets définitive. Et cette prothèse m'a toujours beaucoup gênée parce que j'avais un corps étranger, parce qu'en plus je ne trouvais pas ça esthétiquement joli. Et en fait, je ne voyais pas trop pourquoi j'avais ça. Parce que voilà, moi ça ne me correspondait pas. J'avais de toute façon décidé de la faire enlever. Donc étant à mon compte, je ne peux pas m'arrêter du jour au lendemain. Donc j'avais dit je le ferai un petit peu après, quand je pourrai plus facilement me mettre en arrêt de travail. Donc la récidive est arrivée. C'était peut-être un autre signe, je sais pas. Et donc quand le médecin m'a annoncé ma récidive, il m'a dit il y a 2 solutions. Et Delphine qui était à côté de moi lui dit quelles sont ces 2 solutions? Vous parlez de ma compagne, oui. Delphine lui dit mais vous, pourquoi 2 solutions? Parce que vous pensez à une reconstruction? Et puis il dit oui. Et j'ai dit tout de suite je ne veux pas de reconstruction. Voilà, c'était très clair dans ma tête, je ne voulais pas de reconstruction. Donc il m'a dit vous m'enlevez une épine du pied, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc du coup, lors de mon opération qui s'est déroulée fin février, donc j'ai eu le retrait de ma prothèse, le retrait des 2 petits cancers qui s'avaient retrouvés, ainsi que du ganglion qui avait été touché, et je n'ai pas voulu de reconstruction. Et aujourd'hui, voilà, j'assume totalement, je me sens beaucoup mieux. Alors c'est très personnel, je me sens beaucoup mieux depuis que je n'ai plus ma prothèse. Je me sens encore plus femme, encore plus féminine et même avec les cheveux courts. Et voilà, je suis très bien comme ça aujourd'hui. Bien, merci pour ce message. Et pour terminer ce podcast, quel est le dicton, le proverbe, la devise ou la phrase qui te guide et que tu aimerais offrir à tous ceux qui nous écoutent? Donc moi, mon dicton, c'est un pas après l'autre, un jour à la fois. Voilà, prendre chaque jour comme il est, accepter nos failles ou accepter qu'on aille bien ou accepter qu'on n'aille pas bien ce jour-là et puis on verra demain. Eh bien, merci infiniment Mélanie pour ton témoignage sincère et courageux.
J'espère que ton récit aidera nos auditeurs à mieux comprendre ce que vivent nos adhérentes et plus généralement les personnes atteintes d'un cancer ou d'une maladie quelle qu'elle soit, et à trouver eux aussi des moments de force et de réconfort comme toi tu as eu la chance de trouver autour de toi. À très bientôt Mélanie. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'À travers elle. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres.